Bonjour tout le monde, j'espère que vous passez une excellente semaine. Alexandre Bellemare et Olivier Danjou, heureux de vous retrouver pour un nouveau podcast. Dernièrement, s'est tenue la keynote organisée par Apple, l'événement où on a la chance d'en apprendre davantage sur les nouveaux appareils qui sont fabriqués par Apple et qui seront disponibles sous peu sur le marché. Donc, pour cette émission, on se propose de vous faire un petit résumé de cet événement tant attendu. On parle des nouveaux appareils qui ont été lancés par Apple, donc nouveau iPad, iPhone, Apple Watch et deux nouveaux services, donc Apple Arcade et Apple TV+. On en profite également en fin d'émission pour faire un petit retour sur les nouveautés qui vont être rendus disponibles prochainement avec iOS 13 en matière d'accessibilité. Bonne écoute! Eh bien, le 10 septembre dernier, c'était la keynote annuelle fournie par Apple où on a généralement la possibilité d'en apprendre plus sur les nouveaux produits qui vont être lancés directement en fait pendant la saison d'automne et qui, bref, événement attendu quand même de plusieurs personnes. Donc aujourd'hui, je suis avec Olivier pour discuter un petit peu de la keynote. Attention toutefois, la keynote, c'est pas la WWDC où ce que les nouveaux systèmes d'exploitation sont présentés, mais c'est vraiment orienté sur davantage là les nouveaux produits, quoi. Donc, salut Olivier. Salut Alex. Ça va bien? Oui, toi? Oui, de retour en force à l'école après les vacances, une inondation et toutes sortes de petites affaires bizarres. Ouais. On aime ça. On est des Renault. Bon, on aime ça. Alors, le 10 septembre, j'imagine que tu as suivi un petit peu l'événement? Ouais, ben je l'ai pas... normalement, je les regarde, les keynotes, mais là, cette année, ça a pas donné. Mais oui, j'ai quand même suivi, là, avec les articles puis les vidéos qui font des résumés, là. Ouais, ok. Ben moi, je l'ai quand même regardé, mais j'ai lâché quand même assez rapidement parce que ça commence à être... beaucoup plus axé sur le visuel, élément qui m'intéresse beaucoup moins. Bref, on pourra peut-être résumer ça un petit peu rapidement pour nos éditeurs, puis en profiter pour parler peut-être en fin d'émission aussi des nouvelles fonctionnalités d'accessibilité au niveau de VoiceOver qui sont à venir avec iOS 13, qui, soit dit en passant, sera lancé le 19 septembre prochain. Oui, donc jeudi le 19 septembre, la veille de la date de commercialisation des nouveaux iPhones. Exactement. Par contre, les nouveaux iPhones sont d'ores et déjà en précommande en date où on enregistre l'émission. Par contre, c'est possible que l'émission soit mise en ligne un petit peu après la sortie d'iOS 13, tout dépendant du temps qu'on a pour la mettre en ligne et la préparer. Donc, Alex, la keynote, je crois que Apple ont commencé ça avec une combinaison en fait, c'est un service Apple TV plus Apple Arcade. Je pense que ça fait partie d'un tout à 4,99$ américains par mois. Oui, mais par service. C'est deux choses complètement différentes. Apple Arcade, donc ça donne accès à des jeux vidéo en illimité. Bref, rien pour l'instant de très, très impressionnant côté accessibilité. L'autre service, c'est Apple TV+, qui, lui, en fait, donne accès à des séries ou du contenu originaire fourni par Apple. Et by the way, lors de la présentation d'Apple TV+, ils ont présenté une série qui va traiter de la déficience visuelle. Par contre, c'est uniquement disponible en anglais. En tout cas, bref, ça semblait quand même être assez intéressant. Et Apple TV+, dans le fond, ça va être une espèce de concurrent direct à Netflix, quoi. Je me demande s'ils vont intégrer la vidéo description. Je le souhaite. Il y a malheureusement rien eu de mentionné à cet effet-là lors de l'événement. Mais ce sont deux services. Ça me surprend pas. Ouais, non, c'est ça. Ce sont deux services. Et par ailleurs, dans le fond, si vous achetez cette année un produit, je sais pas, l'offre va être disponible jusqu'à quand, mais si, par exemple, vous achetez un produit tel que une Apple TV, un nouveau iPhone, un iPad, un Mac ou même un iPod, vous aurez droit
à une année gratuite de Apple TV+. À noter que les prix là tournant autour de 5$, ce sont des prix en dollars américains. Je n'ai pas les prix pour le moment pour le marché canadien. Quelque chose d'important à préciser aussi, Alex, tu sais, avec Apple Music, il y a un forfait individuel ou un forfait partage familial. Effectivement. Pour Apple Arcade et Apple TV+, ça va être directement inclus dans le partage familial. Ce que je me demande par contre, c'est, admettons que quelqu'un fait partie du partage familial, mais c'est pas l'organisateur, et il achète un appareil pour lui doté cette année. Est-ce que les autres membres vont l'avoir? Ça, honnêtement, je pense que ça sera peut-être d'aller lire là, les conditions d'utilisation si c'est quelque chose comme ça que vous avez besoin de faire. C'est une bonne question. Honnêtement, c'est à suivre. Là. Ça, je pense que ça va faire partie des conditions d'utilisation assez cachées et assez loin. Ouais. Allez peut-être lire les conditions, mais bref, c'est un petit détail. On est beaucoup plus là, je pense, aujourd'hui pour avancer sur les appareils puis sur les nouveautés, quoi. Donc, après Apple TV+, et Apple Arcade, est-ce qu'ils sont allés tout de suite avec l'iPhone? Non, on a parlé des iPads et des Apple Watch. Veux-tu peut-être nous en parler un petit peu? Oui. iPad? iPad, grosse innovation, mesdames et messieurs. Elle se roulait par terre. Écoutez ça. On a un iPad 7e génération. C'est un écran de 10,5 pouces. Quelque chose comme ça, ouais. Je pense un petit peu plus grand là, que l'iPad 6, là, quelque chose de même, là, ouais. Ça vaut tellement la peine, là, comparé au iPad 6. Même processeur, donc pas plus puissant. Après ça, Touch ID. Sur l'iPad 6, on a un Touch ID 2e génération. Et sur l'iPad 7, selon un article que j'ai lu d'un site d'actualité Apple quand même fiable, Touch ID sur l'iPad 7 serait de première génération. Quelle innovation! Ouais, puis surtout également beaucoup de lenteur, faut pas oublier ça. Dans le fond, le Touch ID de première génération, c'était comparable à ce qu'on avait là sur les iPhone 5S et iPhone 6. Le 5C, c'était quelle génération? Je sais plus de Touch ID, mais il y en avait pas. Ah, c'est vrai, il y en avait pas. C'est vrai. Ouais, c'est vrai. Ça règle la question. Mais bref, vraiment pas très très rapide si vraiment tel est le cas. Mais il faut pas oublier quelque chose. Ça a un bel écran et c'est fait de matériel recyclé, les amis. Mais même pas une augmentation du processeur. Non. Et toujours dans les mêmes capacités de stockage. C'est ça. Bref, ça va pas nécessairement. Ordinaire. Non, vraiment ordinaire. Apple Watch? Ouais, Apple Watch, ça peut-être un petit peu plus tentant dans mon cas. Apple Watch série 5. Donc, ça reste le même design que la série 4. On va passer, je pense que c'est 42 et 44 mm. Comme l'année passée, dans le fond. Ouais, j'ai vu quelque chose en la fonctionnalité principale qui a été mise de l'avant, et j'espère que ça va se désactiver, c'est l'écran toujours allumé pour voir l'heure et les notifications sans avoir à lever le poignet. Ben, en fait, c'est une option qui est intéressante pour les voyants, peut-être pour nos utilisateurs en basse vision également. Par contre, d'après moi, VoiceOver ne s'en souciera pas tout simplement parce que sinon, c'est certain que ça se peut pas, là. Mais oui, je souhaite effectivement que l'option puisse se désactiver, ne serait-ce que pour économiser de la batterie. Bref, je pense pas que ça va être quelque chose qui va affecter VoiceOver nécessairement. Parlant d'économie de batterie, ça ressemble à quoi les nouvelles batteries? Ça va être la même chose, donc 18 heures d'autonomie. Ouais, mais par contre, faut quand même pas oublier quelque chose, c'est que la batterie va être beaucoup plus capacitive, si on peut dire ça ainsi. Pourquoi?
parce que la batterie va quand même être en mesure de laisser l'écran allumé tout au long des 18 heures, ce qui n'est pas le cas actuellement. Qu'est-ce qu'on a d'autre dedans? Dedans, on a, évidemment, il va être livré avec WatchOS 6, mais on a aussi une boussole, puis on a 32 GB de stockage interne. Quand même intéressant. Ouais, c'est pour ça que je vais peut-être changer. Ouais. Sachant qu'avec WatchOS 6, j'espère qu'on va pouvoir écouter de la musique ou des livres audio sans écouteurs, parce qu'actuellement, il faut des écouteurs. Ouais, ben de la musique, ça sonnerait vraiment, d'après moi, la canne dans ce petit haut-parleur-là. Je pense pas que ça serait très, très bon. Par contre, pour de l'écoute, effectivement, de balado, de livres audio, ou pour nous écouter jaser, ben ouais, ça serait peut-être effectivement une bonne idée de pouvoir utiliser le haut-parleur interne, quoi. Sinon, côté WatchOS, l'Apple Watch va pouvoir en faire beaucoup plus indépendamment de l'iPhone. Je me demande comment ça va rouler sur les séries 3, d'ailleurs, sur les anciens modèles. C'est à suivre. Malheureusement, j'ai pas passé le tout en version bêta parce que Moi non plus. une version bêta d'Apple Watch, s'il y a un problème, c'est impossible de revenir en arrière. Avec un iPhone ou un iPad, il n'y a pas de problème. Donc oui, de ce côté-là, puis on va en parler un petit peu en fin d'émission des nouveautés du côté d'iOS 13. Finalement, une dernière option qui nous a attiré un petit peu plus l'attention, c'est la possibilité de pouvoir appeler de façon internationale les services d'urgence en appuyant longuement sur le bouton latéral ou le bouton d'alimentation. C'était déjà le cas au Canada, mais maintenant, semblerait-il que l'option soit rendue internationale. Attention, par contre, option disponible uniquement sur les modèles GPS plus cellulaire. Oui, effectivement, GPS cellulaire. Ben, en fait, sinon, en fait, on l'a déjà sur la Wi-Fi seulement, là, donc celle qui est pas GPS cellulaire. Par contre, c'est certain que si on n'est pas dans le range ou dans l'environnement, voilà, du téléphone cellulaire, c'est certain que ça pourra pas communiquer. Qu'est-ce qu'on a d'autre à part ça? Je pense qu'on serait pas mal rendu au iPhone. Oh, Ouais. by the way, il y a plusieurs éditions aussi là, des Apple Watch en fonction des couleurs que vous souhaitez et des bracelets, etc. Je sais là que entre autres la série Hermès, puis il y a toutes sortes de séries de couleurs. Et maintenant, il existe le Watch Studio. Vous pouvez construire votre Apple Watch en Apple Store. Donc, choisir par exemple le boîtier indépendamment de je pense le vert ou quelque chose comme ça. Donc oui, ils sont en train d'offrir un plus grand choix de palettes, de couleurs et de design à tous les prix impossibles et impossibles. iPhone? Juste avant. Oui. L'Apple Watch série 5 GPS commence à $529. Puis je sais pas ça va jusqu'à combien, là, j'en ai vu aux alentours de $1000. L'Apple Watch série 3, oui. L'Apple Watch série 3 est toujours en vente. Oui, c'est vrai, effectivement. Puis, il est rendu à combien exactement? Il faudrait que je vérifie. Pendant que tu commences à parler de nos stars de la keynote, je vais aller vérifier ça. Excellent. Par ailleurs, aucune nouvelle Apple TV de lancer. Au niveau du Mac, dans le fond, il y en a pas été question pendant cet événement-ci. Par contre, si on se rappelle en juin, il me semble qu'on n'avait pas fait d'émission par rapport à cette keynote-là. Pas cette keynote-là, cette WWDC-là, mais ils ont en fait lancé un nouveau Mac Pro. Si avis aux intéressés, si vous savez pas quoi faire de votre argent, moi je suis toujours intéressé pour avoir un nouveau Mac Pro de l'année quand on sait que seulement le pied de l'écran coûte environ $1000 américains. Voilà, ceci étant dit. Mais c'est vraiment une machine là qui était orientée pour faire de la vidéo.
et du montage, surtout le vidéo, photo, etc. Bref, allez voir si vous êtes intéressé. Bon, du côté des iPhones, donc on a 3 nouveaux modèles qui ont été lancés cette année. L'iPhone 11, l'iPhone 11 Pro et le iPhone 11 Pro Max. Donc, première amélioration majeure sur ces 3 modèles, le processeur va passer du processeur A12 au processeur A13. Donc, tous les nouveaux modèles, en fait, vont maintenant disposer du processeur A13. Première étape. Du côté des grandeurs, les téléphones, en fait, c'est assez comparable au iPhone XR, XS et XS Max. Donc, du côté du iPhone 11, c'est la même grandeur que le iPhone XR. Du côté du iPhone 11 Pro, on parle de quelque chose de comparable au iPhone XS. Et finalement, du côté du iPhone Pro Max, bien, c'est comparable au iPhone XS Max. Voilà, de ce côté-là. Effectivement, et moi j'arrive avec des prix. OK, oui. Donc, allons-y, parlons de prix. Donc, l'Apple Watch série 3 GPS se vend à partir de 259$. La version cellulaire se vend à 389$. Bon, c'est quand même une petite baisse intéressante, mais attention, ce sont les prix pour les éditions 38 mm. C'est toujours un petit peu plus dispendieux lorsqu'on parle des Apple Watch en édition 42 mm. Tant qu'à parler de prix, est-ce que t'es bon pour peut-être tout de suite nous donner un ordre de prix pour les iPhone 11, 11 Pro et 11 Pro Max? Oui, donc pour les iPhone 11, attention, pour 64 GB, ça coûte, roulement de tambour, $979. Ce qui est quand même très bon, considérant quand même les prix assez élevés des derniers modèles de iPhone tels que l'iPhone X, tels que l'iPhone XR. Ben en fait l'année passée, je pense que c'était tout au-dessus de $1000. XR, XS, XS Max, là, vendu plein prix. Là. Donc c'est quand même intéressant, franchement, de ce côté-là. Il va y avoir aussi un modèle 128 GB à $1049 et il va y avoir aussi un modèle à 256 GB à $1189. Allons-y pour les prix des iPhone 11 Pro et 11 Pro Max. 11 Pro, oui. OK. Donc, pour 64 GB, 1379 et 1519. Donc, 1319 iPhone 11 Pro, 1519 iPhone 11 Pro Max. Sinon, on a une capacité de, je pense que c'est 256 et 512. Je vais vérifier ça tout de suite. Ouais, je pense que c'est effectivement la même chose. Juste attention à une petite chose, le prix du iPhone Pro 64 GB est de $1379. Vraiment $1379 et non 1319 comme tu l'as dit en le répétant sans faire exprès. Mais oui, effectivement. Donc, les iPhone Pro et Pro Max sont disponibles avec des capacités respectives de 256 et 512 GB. Du côté des prix, si on commence par le iPhone 11 Pro, le modèle de 256 GB se détaille à $1589. Et pour le 512 GB à $1859. Maintenant, du côté du iPhone 11 Pro Max, 1519 pour le 64 GB, on l'a dit, 1729 pour le 256 GB et 1999 $ pour le 512 GB. Voilà. Ce qui est très abordable. Ben, 1999 $ pour un 512 GB, je suis
pas certain que j'irais de l'avant avec ça, mais moi non bon. plus. Il y en a qui le font, mais pas moi. Non, c'est ça. Bon, en tout cas, bref, c'est le cas. À noter que les iPhone 8, 8 Plus et XR sont toujours en vente. Toutefois, les iPhone 7, 7 Plus, XS et XS Max sont retirés du marché. Voilà, donc au niveau des caractéristiques, je peux peut-être vous en donner quelques-unes rapidement. Donc, évidemment, donc on a la puce A13 qui est intégrée en natif. Pour ce qui est du iPhone 11, tout simplement, donc c'est un écran Liquid Retina Display de 6.1 pouces. On a aussi la nouvelle technologie de haut-parleur dit Spatial Audio, donc c'est Dolby, quoi. By the way, ça s'applique sur au iPhone 11, 11 Pro, 11 Pro Max. C'est, dans le fond, je dirais peut-être un des seuls éléments, peut-être au niveau de l'accessibilité pour quelqu'un qui a un handicap visuel complet qui s'applique. Donc, c'est vraiment après les haut-parleurs stéréo, le Dolby qui est ajouté. Toujours sur le iPhone 11, on a deux caméras arrière de 12 mégapixels, wide caméra et ultra wide. On a une caméra frontale True Depth de 12 mégapixels. On a la possibilité de filmer au ralenti, bon, avec les caméras frontales, par exemple pour faire des selfies ou en tout cas bref, c'est très très vidéo, ça ne nous touche pas vraiment. Au niveau de la batterie, c'est 1 heure de plus que celle de l'iPhone XR qui, soit dit en passant, est quand même très très excellente. On a des disponibilités en 6 couleurs, le jaune, le rouge, le mauve, le vert, le blanc et le noir. Voilà. Et finalement, du côté, si on y va avec les iPhone Pro Max, on a de ce côté-là toujours bien évidemment la puce A13 Bionic. Oui, c'est ça, Pro et Pro Max. Oui, on a juste dit Pro Max. Ah bon, ben Pro et Pro Max, en tout cas, ces deux-là. Voilà, donc on a toujours la puce A13 Bionic qui c'est environ le 20%. 20% pour ouais, c'est ça, merci. On a finalement donc deux formats de iPhone. Pour ce qui est des iPhone 11 Pro, c'est l'écran de 5.8 pouces et les Pro Max 6.5 pouces. Comme les iPhone XS et XS Max, dans le fond, ils ont gardé les mêmes tailles d'écran. C'est ça, exactement. Comme je disais d'ailleurs tantôt. Aussi, au pire, point important. Avant, c'était 2 mètres d'immersion pendant 30 minutes dans l'eau pour les XS et les XS Max. Il me semble que là, on est rendu à 4 mètres. Ouais, un petit peu plus. Mais encore là, si vous embarquez avec votre kit de plongée d'homme grenouille puis votre iPhone, de toute façon, dites-vous que l'écran tactile répond pas très très bien quand il est mouillé. Faut pas oublier ça. L'iPhone 11 va pouvoir résister à une profondeur de 2 mètres pendant une demi-heure, je crois. C'est ce qui est quand même, tant qu'à moi, vraiment suffisant. Au niveau... Même 1 mètre. Ouais, non, ouais, c'est vraiment ça. Ben, un mètre, c'est pas tant que ça, par exemple. 1 mètre, c'est pas tant que ça. 1 mètre, ça t'invite dans une piscine. 1 mètre, là, debout, t'as de l'eau à la tête. Ça t'invite. 1 mètre, ça t'invite. 2 mètres, 3 mètres, oui, ok, ça commence à être respectable. 1 mètre, oui, ça, c'est short, là. Au niveau des iPhone Pro et iPhone Pro Max, je suis certain que vous allez être tout excités de savoir qu'on a 3 caméras arrière de 12 mégapixels avec la possibilité de prendre des téléphotos et une wide caméra ultra wide et deux wide caméras et une ultra wide caméra. Donc wide c'est pour large. Donc ouais, donc c'est la possibilité là aussi de prendre des photos dans l'obscurité. Par ailleurs aussi, faut pas oublier quelque chose, c'est que les iPhone 11 Pro et 11 Pro Max disposent d'un écran OLED, donc Super Retina XDR, donc c'est un écran qui est beaucoup plus performant. Voilà. Et aussi, c'est 4 heures d'autonomie de plus
5 heures. En fait, c'est davantage 4 heures de plus que l'iPhone XS et 5 heures de plus que l'iPhone XS Max. On peut se poser par contre la question où se situe le iPhone XR dans tout ça. Ben, en fait, celui-ci a une batterie qui est théoriquement moins grande, de moins grande capacité en fait que la batterie des iPhone XS Max. Toutefois, techniquement, lorsque des tests ont été faits, si on lit des reviews sur Internet, on voit que la batterie a en pratique une plus grande durabilité que celle du iPhone XS Max, probablement en raison de la moins grande quantité de périphériques à alimenter, un moins grand écran, etc., des choses comme ça. Voilà, donc au niveau du rendement, ben à ce moment-là, si on veut comparer la batterie du iPhone XR en comparaison avec les batteries des iPhone 11 Pro et 11 Pro Max, ben, on peut, mettons, peut-être se dire sous toute réserve, moi je dirais peut-être environ, mettons, 4h30, peut-être que de plus que le iPhone XR. Donc, ces nouvelles batteries-là vont peut-être fournir là, quelque chose comme 4h30 à 5 heures de plus, théoriquement, en tout cas, on l'espère, que la batterie du iPhone XR. Également, on a aussi une recharge rapide maintenant qui va en fait nous permettre en 30 minutes d'atteindre environ 50% ou de recharger 50% de la capacité de la batterie. C'est disponible, ces deux modèles-là, en 4 couleurs, donc le vert de minuit. C'est pas que ça dit pas grand-chose pour quelqu'un qui a jamais vu les couleurs, mais c'est pas mal ça. Effectivement. Le gris spatial, je savais pas que c'était gris dans l'espace. L'argent et l'or. Voilà. Également, il y a un petit point aussi au niveau des adaptateurs de recharge qui sont fournis dans la boîte. Oui, et c'est d'un ridicule total. Avec l'iPhone 11, on a l'adaptateur 5 watts qui est fourni avec un câble Lightning USB vers Lightning. Et avec l'iPhone 11 Pro et 11 Pro Max, là, Apple ont été plus généreux. Ils nous ont donné un adaptateur 18 watts avec un câble Lightning USB-C vers Lightning. Alors, et on n'oublie pas que les iPhones supportent maintenant la recharge rapide avec l'adaptateur USB-C, donc le câble USB-C vers Lightning. J'en ai un sur mon bureau, by the way. Moi aussi. Kit qui, avec rabais, m'avait coûté pas loin de 60$, mais que j'apprécie bien quand même. Donc, c'est effectivement, dans le fond, ça supporte la recharge rapide là, depuis le iPhone 8. Donc, iPhone 8, 8 Plus, iPhone 10, 10S, 10S Max, 10R, 11 Pro Max supporte tout ça, mais on a encore, je comprends pas pourquoi en natif on a seulement le bon vieux Lightning à USB standard de fourni. Attention, si vous achetez un iPhone 11 Pro ou 11 Pro Max et que votre ordinateur n'a pas de port USB-C et que vous n'avez pas de câble Lightning USB, ouais, ça, il va falloir en acheter un parce que sinon vous pourrez pas synchroniser votre iPhone avec votre ordinateur. Pas nécessairement. Il existe par exemple des petits trucs qui en fait prennent un port USB, le convertit en USB-C. Ça existe comme l'inverse existe. Si vous avez juste des ports USB-C, j'ai des Gugus ici là qui convertissent le port USB-C en port USB normal. Donc oui, ce sont des choses
qui existent. Puis, je vous dirais que si vous achetez sur Amazon, ça va vous coûter pas mal moins cher acheter un Gugus du genre qu'un fil Lightning, tant qu'à moi, certifié Apple et directement chez Apple. Je sais plus combien est-ce que valent leur fil Lightning, là, mais en tout cas, c'est quand même... faut quand même dépenser une petite fortune pour s'en acheter un si nécessaire. En tout cas, mais bon, bref, c'est possible aussi là, d'en acheter ailleurs que chez Apple si on sait où chercher, là, mais bon. Bref, je pense que ça fait le tour pour ce qui est des iPhones. Je m'en irais peut-être juste faire un petit topo sur les nouvelles fonctionnalités d'accessibilité qui sont maintenant disponibles depuis en fait qui sont disponibles depuis le lancement d'iOS 13 ou qu'ils seront pour vous si vous n'avez pas encore iOS 13 d'installer. Veux-tu peut-être en parler un petit peu? Ouais, d'abord, vu qu'on en a pas parlé en juin, je vais peut-être prendre du temps pour parler des différences là et des appareils supportés. Apple, cette année, ont décidé de faire 2 systèmes différents. Un pour l'iPhone et l'iPod Touch, donc iOS, et l'iPad a maintenant son propre système qui s'appelle maintenant iPadOS. Quoique c'est la même chose que iOS, très grande similitude. Je sais pas pourquoi ils ont fait ça. On ne partira pas en peur, effectivement. Dans le fond, c'est la même Moses de patente, là. C'est vraiment très, très, très similaire, là. C'est sûr qu'il y a des choses de plus de rajouter sur l'iPad. Moi, je vais te le dire pourquoi ils ont fait ça. C'est que probablement, dans le futur, il va y avoir des choses uniquement réservées au iPad et je sais qu'ils veulent, dans le fond, potentiellement, éventuellement, que l'iPad soit peut-être même équivalent à un ordinateur, un MacBook Air, un MacBook Pro. Moi, j'ai comme l'impression que ça s'enligne vers quelque chose comme ça. OK. Donc, intéressant à savoir. Il y a du chemin à faire. Ouf, OK. Il y a du chemin à faire, mais pour un utilisateur voyant qui fait pas nécessairement, mettons, de montage audio, vidéo, qui a pas à utiliser, mettons, des applications de bureautique avancées comme, puis même encore, Microsoft Excel, ça s'installe sur un iPad. Pour un voyant, il n'y a pas de problème, hein. Google Sheets, Microsoft Excel, c'est tout disponible, hein, ça, sur iPad, hein. Là où ce que c'est plus compliqué, c'est, mettons, quelqu'un qui est développeur multimédia, qui est graphiste, qui est développeur web, là, c'est une autre histoire, là, mais pour de la tâche commune, pour un étudiant, c'est clair qu'il peut s'en sortir, là. Oui, donc iPadOS 13 et iOS 13 ne sortiront pas en même temps. Donc, pour iOS 13, les appareils compatibles, l'iPhone 5S et l'iPhone 6, c'est terminé. iPod Touches aussi. Donc, à partir de l'iPhone 6S. C'est 6S, 6S Plus, 7, etc. Le SE est inclus, par contre. Oui, c'est vrai, je l'aurais oublié. Le fameux SE. Sinon, pour les iPads, je pense que c'est à partir pour les iPad mini, c'est à partir de l'iPad mini 4. Là où je pense que le 3 est supporté. Je pense que oui. Je pense pas. Là où je suis moins sûr au niveau des iPads, c'est pour les iPad Air. OK, en fait, écoute, j'ai une petite liste de tous les appareils compatibles avec iOS 13, donc je vais vous les donner. Donc, on commence avec le iPhone 11, le iPhone 11 Pro et l'iPhone 11 Pro Max, l'iPhone XS, l'iPhone XS Max, l'iPhone XR, le iPhone X, l'iPhone 8, l'iPhone 8 Plus, l'iPhone 7, l'iPhone 7 Plus, l'iPhone 6S, l'iPhone 6S Plus, l'iPhone SE. Le iPod Touch 7e génération. Et maintenant, du côté des iPads. Donc, on commence avec le iPad Pro 12.9 pouces, le iPad Pro 11 pouces, l'iPad Pro 10.5 pouces, le iPad Pro 9.7 pouces, le iPad 7e génération,
le iPad 6e génération, l'iPad 5e génération, l'iPad mini 5e génération, l'iPad mini 4, le iPad Air 3e génération, le iPad Air 2 et c'est tout. Donc, non, effectivement, l'iPad mini 3 n'est pas supporté, en fait, par iPadOS version 13. Voilà pour les appareils compatibles. Maintenant, au niveau des fonctionnalités d'accessibilité, un qui nous touchera peut-être pas nécessairement directement en tant qu'utilisateur non-voyant, mais qui est quand même une option à souligner, vraiment souligner, là, c'est intéressant. Par contre, pour l'instant, uniquement disponible en anglais, c'est le contrôle vocal qui vaut quand même son pesant d'or. Oui, donc fonctionnalité très intéressante, aussi disponible sur iOS. Donc, ça permet de contrôler l'iPhone ou l'iPad à la voix. Donc, ça donne des résultats vraiment impressionnants. Je l'ai testé sur iPadOS 13. Juste avant de l'oublier, iPadOS 13 ne sera pas disponible le 19. Il va être disponible le 30 septembre. Probablement qu'on parle d'une version 13.1, en fait. Probablement que iPadOS 13.0 n'existera juste pas. L'iPod Touch Step non plus ne bénéficiera pas de la mise à jour jeudi. J'ai aucune idée pourquoi. Mais voilà, pour revenir au contrôle vocal, c'est quand même assez sympathique de la part d'Apple et ça pourrait être utile pour les personnes qui ont par exemple, des problèmes à toucher l'écran, des problèmes moteurs. Effectivement. Et soit dit en passant, VoiceOver n'est pas en reste, c'est pas parfait. Mais c'est possible de contrôler VoiceOver. Il y a des commandes vocales spécifiquement dédiées à VoiceOver. Si on avance davantage du côté de VoiceOver, il y a entre autres maintenant la possibilité de changer de tab braille en utilisant le rotor. Oui. Enfin, la possibilité même de modifier des gestes, de modifier les raccourcis clavier ainsi que, mais ça existait déjà, les raccourcis pour les afficheurs braille. Donc, surtout pour ce qui est la nouveauté, c'est au niveau des gestes tactiles. Donc, c'est possible de les modifier ou même d'en ajouter. Et des commandes au clavier. Une autre fonctionnalité aussi qu'il va avoir dans VoiceOver que je vais probablement désactiver, plus de vibrations. Ouais, effectivement, j'ai vu la chose. En effet, si vous en voulez, vous pouvez en avoir. Et parlant du retour de VoiceOver, c'est également aussi maintenant possible d'activer ou de désactiver certains sons, tout dépendant si vous les voulez ou non. C'est-tu possible de réassigner un autre son à un événement? Je pense que non, hein, par exemple. On n'est Je sais pas. Je pense que non. Je pense pas. Activer, désactiver, certainement. Réassigner, j'ai un petit doute sur la question, par exemple. L'autre chose aussi, c'est la possibilité de créer des activités dans VoiceOver. Oui. C'est quoi une activité? Dans le fond, c'est... je vous donne un exemple concret. Admettons, j'utilise comme voix principale Amélie au quotidien. Admettons que dans une application dans l'application Livre, j'aimerais ça que ce soit Audrey qui me parle à une vitesse plus lente. J'ai juste à programmer une activité pour Livre. Et puis aussitôt que je vais ouvrir Livre, ça va passer de Amélie à Audrey. Pareil, même admettons que j'ai un jeu en anglais, que je voudrais que ce soit une voix anglaise qui passe quand j'ouvre l'application, je peux le faire. En fait, là, pour ceux qui connaissent Jazz, ça ressemble un petit peu au paramétrage qu'on peut faire pour chaque application. Et oui. Évidemment, dans le fond, là, si vous connaissez le centre des paramètres, là, on peut assigner un fichier là, JCF à chacune des applications que vous utilisez ou même une disposition de clavier différente, un profil vocal différent. C'est le même genre de principe. Et en plus de ça, on peut même changer à l'aide du rotor ou choisir en fait une activité précise, même si ça n'a pas déjà été programmé. Donc, par exemple, vous êtes ça, j'aimerais mieux avoir ce template-là
de paramètres, ben en fait, vous pouvez le choisir en une fraction de seconde. L'autre chose aussi qui est maintenant disponible, c'est mais je pense que c'est encore une fois pour le moment juste en anglais, c'est la saisie prédictive. Si on peut l'appeler ainsi, c'est quoi le nom exact? Le glisser, ou en tout cas, tu glisses ton doigt. Glisser pour écrire, mais c'est disponible en français. J'ai eu la confirmation aujourd'hui, c'est disponible en français. OK, bon, ben c'est rendu maintenant disponible en français. Dans le fond, c'est quoi? C'est que sans lever le doigt, on peut glisser vers les lettres formant un mot, donc ça va beaucoup plus rapidement. Sans avoir à entendre la lettre, on a juste en fait à spatialement se représenter le clavier et glisser le doigt dans la bonne direction. En tout cas, hier, quand je l'ai fait en anglais, j'ai quand même été assez impressionné. Ça permet quand même un gain assez intéressant au niveau de la vitesse. Pas autant que si vous utilisez la saisie braille à l'écran, parce que ça... bien que certains peuvent en dire le contraire, ça clenche là vraiment la saisie braille à l'écran, ça clenche. Puis ça clenche. Plus. Non, moi non plus, ça clenche. Honnêtement, de plus en plus, j'ai l'impression que du côté des applications tierces, bon, c'est pas le cas pour le système d'exploitation en lui-même, je pense pas que l'envoi de messages, tout ça, c'est vraiment le cas, mais pour utiliser davantage Android au quotidien, sachant qu'il y a beaucoup d'applications de tierces parties qui sont rendues des fois beaucoup plus optimisées sur Android, je remarque ça depuis une couple de temps. Puis je l'utilise beaucoup plus à cause de ça, mais sur Android, la Moses de saisie braille est pas là. Puis ben, il existe des applications tierces qui la fournissent, mais c'est beaucoup plus complexe à utiliser. Mais sur iOS, le tabarouette, c'est vraiment intéressant. Là. Oui. D'autres choses au niveau de l'accessibilité, oui? Oui, en fait, ça m'amène à un point qu'on a oublié de parler avec les nouveaux iPhones. Oui. 3D Touch est mort. Ah oui, effectivement. Ben en fait, c'est pas une nouveauté, c'est une régression, si on peut dire ça comme ça, mais oui, effectivement, c'est terminé. Et dans les actions de VoiceOver, on a une nouvelle action qui s'appelle afficher le menu contextuel. Et ça va faire l'équivalent ça va afficher les actions qu'on pouvait faire comme si on avait fait un 3D Touch sur l'application. Oui, par contre, moi, ce qui me dérange un petit peu de l'histoire du fameux 3D Touch, c'est que, en fait, des fois, il y avait des applications qui fournissaient des contrôles qui n'étaient pas facilement accessibles avec un double clic standard avec VoiceOver. Donc, des fois, lorsqu'on plaçait le doigt sur l'icône, le 3D Touch, des fois, venait, entre guillemets, nous sauver la face ou la mise. Mais malheureusement, c'est plus le cas aujourd'hui. Ben, en fait, c'est déjà pas le cas avec l'iPhone XR. Mais XR, ouais, c'est ça. C'est XR, remplacé par Haptic Touch, comment qu'ils l'appellent en français. Toucher tactile, je pense. Je me demande s'il n'est pas appelé aussi Haptic Touch, en fait, ou toucher, en tout cas. Bref, c'est quoi le concept? C'est de double-cliquer puis de tenir l'élément, en fait. C'est ça. C'est tout simplement ça. Puis on sent une vibration. Pas tout le temps dans certains cas. Dans certains cas seulement. Mais, bref, c'est dommage que 3D Touch n'a pas été davantage implémenté que ça, puis que Apple laisse tomber, mais bon. Bref. Ça leur aurait pu quand même apporter beaucoup plus. D'autres choses au niveau de l'accessibilité, iOS 13, VoiceOver. C'est pas mal ça. C'est beaucoup plus, en fait, de personnalisation. On rentrera pas dans les nouveautés globales du système d'exploitation parce que si vous faites une recherche Google, vous allez les trouver en moins de 2 secondes. Mais voilà. Bref, de ton côté, est-ce que tu changes de téléphone cette année? Non, je suis très bien avec mon XR. Par contre, la Watch, peut-être. Ouais, moi honnêtement, peut-être la Watch, mais encore là, je suis pas certain. Côté iPhone, moi honnêtement, je suis très très satisfait du XR, puis sincèrement,
mis à part des fois que les haut-parleurs pognent la poussière, des choses comme ça, mais sincèrement, hein, les Moses mais haut-parleurs. On sait comment les débloquer, hein? Ouais, non, c'est ça. Anyways. Une anecdote entre nous deux, parce que quand il est venu chez nous, mes haut-parleurs étaient complètement bouchés. Ouais, non, il a passé le boyau du compresseur dedans. À ne pas faire en passant parce que on a scrapé un iPhone 8 quand même. En fait, c'est que la cochonnerie, en fait, je pense même pas que c'est lié à ça, c'est que le téléphone, il était tellement l'iPhone 8, ouais, c'est ça, l'iPhone 8, il était tellement crasseux que ça a juste, d'après moi, c'était comme dû de toute façon pour arriver d'une couple de jours, c'est qu'il y a de la chenoute qui a pogné dans le micro, mais complètement à l'opposé du haut-parleur. Fait que d'après moi, c'est même pas en poussant de l'air dedans, mais probablement que ça a pogné de la chenoute de toute façon, puis c'était pour boucher, là. Ben bon, si on n'a pas le choix, on n'a pas le choix, là, mais c'est sûr qu'idéalement, si vous avez un plan Apple Care, que vous avez des problèmes, rendez-vous donc en Apple Store, t'sais. Ou faites-le d'un changement. Je regrette de ne pas avoir pris Apple Care. Non, mais c'est ça. Faites-le d'un changer. Je pense que vous êtes pas mal mieux. Prenez-vous des Apple Care, sincèrement. Là. Bref, tout ça pour dire que... ouais, non, c'est ça. Franchement, sincèrement, l'iPhone XR, moi, je l'ai pris, ça fait pas longtemps. Puis honnêtement, moi, j'ai vu la keynote, à part un peu plus de batterie... Puis à part le Dolby, l'effet, ouais, c'est ça, sincèrement. Puis honnêtement, est-ce que j'en ai vraiment besoin? Au quotidien, je pense pas pour moi. Non, vraiment pas. Si je tiens vraiment à avoir de la batterie, de toute façon, il existe des beaux packs d'alimentation externe qui font très bien le travail. Puis de toute façon, l'iPhone XR, nettement, je plains les gens qui ont pris des iPhone XS, là, mais côté batterie, l'iPhone XR fait vraiment très très bien le travail. Et franchement, je pense que, honnêtement, je peux même pas dire que ça va me manquer, là, tu sais, sincèrement, là. Bon, OK, le processeur est un petit peu plus rapide. Oui, ça se peut que l'iPhone XR supporte plus, supporte moins rapidement. Arrête, en fait, de supporter plus rapidement, je vais finir par le dire, les nouvelles versions du système d'exploitation, mais... On n'est pas rendu là. On va avoir changé tous les deux d'ici ce temps-là. Là. Ouais, moi, je me dis, honnêtement, je suis capable de faire un an. De toute façon, moi, en prenant l'iPhone XR, je savais que de toute façon, je t'offrirais probablement même pas le 2 ans. Fait que c'est certain que probablement qu'après 1 an et demi, je vais le faire changer, là. Puis on verra qu'est-ce qui va sortir l'an prochain. Mais sérieusement, moi, je regarde ça, puis je peux pas dire que, tu sais, je me suis fait fourré en prenant le XR. Non, il y a rien. Il y a rien cette année. Il y a absolument rien, là. Si vous avez, quelqu'un qui a un iPhone 8, oui, OK, fine, allez-y, mais quelqu'un, limite un XS, ouais, je veux bien parce que les batteries t'offrent pas, là. Mais... les batteries t'offrent pas, OK. T'offrent pas, c'est comparable. J'ai un petit peu l'impression au iPhone 8 ou pas loin de, là. C'est pas la batterie du XR. Fait que, oui, peut-être, allez-y, là, mais si vous avez un XR, là, cette année, je vois vraiment même pas l'intérêt, là, sincèrement, là. À moins que vous souhaitez prendre des photos dignes, à filmer en 4K, prendre des selfies, des affaires de même, là, mais sincèrement, là, utilisateur de VoiceOver, peut-être s'abstenir. Un utilisateur en basse vision, OK, oui, peut-être que l'OLED va être plus confortable, mais tout dépendant de votre situation, mais encore là, je pense qu'on attend. Du côté de la mise à jour d'iOS 13, peut-être attendre un petit peu après sa sortie avant de la faire, histoire que les bugs soient corrigés. Moi, je vous suggère d'attendre peut-être, mettons, fin septembre, début octobre, avant de procéder, à moins que vous soyez à l'aise. Surtout pour les utilisateurs en basse vision, il y a un bug assez important au niveau de la polarité inversée. L'appareil, en fait, change de polarité sans même vous en informer. Donc, franchement, attendez donc peut-être un petit peu. Je pense que ça serait peut-être préférable. Du côté de VoiceOver, quelques bugs. Sincèrement, mis à part le fait qu'il semblerait
J'ai pris un article sur AppleVis, qui est un site anglais, hier à fin de soirée, la veille de l'enregistrement, pas de la mise en ligne, attention, qui informait que pour l'instant, c'était pas possible de se déplacer par ligne lors de la rédaction d'un courriel. Donc, moi, ça me bug un petit peu, par exemple. À noter qu'on les a pas sur nos iPhone XR, nos iPhones sont pas encore mis à jour. Par contre, moi, j'ai passé un iPhone 6S à iOS 13. J'ai passé un iPhone 6S à iOS 13.1 Beta 3 actuellement. Donc, oui, ça m'a permis de l'avoir et sur iPhone et sur iPad. Donc, oui, c'est fait. Mais voilà. Si vous avez une Apple Watch, il faut mettre l'iPhone à jour avant de mettre l'Apple Watch à jour. Oui, sinon, ça marchera pas, effectivement. Je pense que c'est pas mal ce qui fait le tour des choses à rajouter. Non. Excellent. Bon, ben, je souhaite que vous ayez apprécié le podcast. Si vous avez des questions, commentaires ou insatisfaction, satisfaction, si vous êtes heureux, pas content, n'hésitez pas à nous partager ce que vous pensez. Moi, je suis vraiment déçu. Ouais, ben, pas du podcast, mais des... non, mais de la keynote. Ouais, non, effectivement, de la keynote, ouais, effectivement, c'était assez décevant, malheureusement, mais bon. Ouais. Ben, l'année passée, il n'y avait pas non plus grand-chose. En fait, vraiment, c'était il y a 2 ans qu'il y a vraiment eu quand même l'introduction de Face ID. Oui, paraît-il aussi, petite parenthèse, que Face ID serait plus rapide sur les modèles de iPhone 11 Pro, 11 Pro Max. Wow. Mais je te rappelle qu'ils ont dit qu'avec iOS 13, ça va être 30% plus rapide. Aussi, c'est ça. Fait que, tu sais, moi, sincèrement, là, déjà, Face ID va très, très bien. Même moi, sincèrement, je regrette pas Touch ID. Sincèrement, moi, je le regrette pas. Je commence aussi à y prendre goût. Oui, définitivement. Moi, honnêtement, Touch ID, tes mains mouillées, ça veut pas accepter Face ID, c'est instantané. Non, sincèrement, Touch ID, ben, ouais, peut-être s'il faut un modèle avec les deux, je verrai lequel j'utilise le plus, mais sincèrement, je peux pas dire que j'ai le goût de me rouler en petite boule puis de pleurer parce que Touch ID n'existe plus, là. Non, vraiment pas. Voilà, donc je pense que c'est ce qui conclut. Encore une fois, n'hésitez pas à communiquer avec nous. Puis, sur ce, ben, on se reparle dans un prochain podcast. Avant de terminer cette présente émission, je tiens sincèrement à vous remercier toutes et tous pour votre loyauté envers cette série de podcasts sur les technologies adaptées. Je tiens également à remercier notre fidèle collaborateur. À titre de rappel, je tiens à vous informer que Canadialogue n'offrira en aucun temps du support technique gratuit en lien avec des produits dont il est question dans ces émissions et qui ne sont pas directement commercialisés par la société Canadialogue. Veuillez noter que nos podcasts sont accessibles via notre site web, YouTube, iTunes, ainsi que sur les appareils Victor. Pour ces derniers, il vous suffira de consulter la liste de suggestions de podcasts de Humanware nommée Français Canada. Si vous avez des questions, suggestions ou commentaires en lien avec cette série de podcasts, je vous invite à nous contacter par courriel à l'adresse podcast@canadialogue.com, soit podcast@canadialogue.com. Vous pouvez également nous joindre par téléphone au numéro sans frais 1-888-730-0003, 1-888-730-0003, le poste 555, poste 555. Je vous invite également à visiter notre site web qui regorge d'une foule d'informations utiles au www.canadialogue.com. Nous sommes également présents sur les différents médias sociaux tels que Facebook, Twitter et YouTube. Je vous remercie de votre écoute.